Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le dernier question d'actu, le round-up de l'année. C'est historique, l'Algérie est le premier pays africain à condamner la colonisation française chez nous. La proposition de loi a été hier adoptée à l'unanimité à l'Assemblée populaire nationale. Le texte, qui attend sa validation au Conseil de la Nation, définit la nature des crimes commis par la France comme crimes d'État et pointe la responsabilité juridique du gouvernement français pour donc son passé colonial et les tragédies qu'il a engendrées. Paris a réagi hier. Le porte-parole du Quai d'Orsay y voit une initiative manifestement hostile, un nouveau prétexte pour étendre la crise entre les deux pays. On en parle dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le bilan de la mandature de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent qui expire ce 31 décembre 2025. Un mandat de 2 années brillamment porté par la mission algérienne, la mission diplomatique à New York, et consacré presque entièrement à la défense des causes justes et des peuples opprimés. Tout cela dans un contexte mondial manifestement violent et où la communauté internationale plie devant l'impunité et les violations du droit international. Avec nous pour en parler, d'abord notre invité ce soir, M. Arslan Chikhaoui, expert en relations internationales et membre du système des Nations Unies, Tractou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Avec nous également nos consultants, comme d'habitude, Zine Cherfaoui, bonsoir. Bonsoir Samia. Bonsoir Sami Kaidi. Bonsoir Samia. Et puis avec nous, depuis Lille, Monsieur Saïd Bouamama, sociologue, écrivain, essayiste. Bonsoir Monsieur Bouamama, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, on va augmenter un petit peu le son pour mieux vous entendre. Je vais faire un premier tour de table en attendant. Monsieur Chikhaoui, la criminalisation du colonialisme français en Algérie, nous sommes indubitablement en train de vivre un moment historique, d'assister à un moment historique, symboliquement puissant. Quelle est sa portée ou la portée de cet événement selon vous? Déjà peut-être au niveau national. Alors, tout d'abord, effectivement, nous sommes à une phase très sensible de la vie politique contemporaine du pays et également dans une dynamique géopolitique qui est importante. Donc, le fait et vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été adoptée à l'unanimité. C'est un élément important. Ce n'est pas à la majorité, mais à l'unanimité. Oui, c'est un élément important. Cela veut dire déjà que l'Algérien en tant que tel, le citoyen algérien, dans toute sa composante, est en faveur de cette loi. C'est très important, c'est ça l'unanimité. Le deuxième élément qui est important, c'est que cette loi de la criminalisation de la colonisation vient à point nommé pour permettre à la relation bilatérale d'être revisitée. C'est très important aujourd'hui. Nous sommes dans une phase, dans un contexte nouveau, dans une ère nouvelle, dans laquelle la relation bilatérale, qui est une relation historique, encore une fois, ce n'est entre la France et l'Algérie. Certains disent que entre l'Algérie et la France ont une histoire commune. Moi, je dirais que l'Algérie et la France n'ont pas une histoire commune, ont une histoire différente, mais ont une vie commune. Et en fait, cette loi sur la criminalisation de la colonisation va permettre de mettre en place un cadre, d'accord, un cadre dans lequel aujourd'hui, ou à travers lequel aujourd'hui, l'Algérie va devoir revisiter sa relation avec la France et non pas. On a toujours parlé d'une relation renouvelée, d'une relation. Enfin, il y avait beaucoup d'ambiguïté dans le vocabulaire diplomatique qui était utilisé. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a une colonisation, il va falloir l'admettre. Et par conséquent, dès qu'on admet ce fait, on peut passer à une autre étape.
Donc Et ça c'est ça, devient, revisiter ça devient la une relation. exigence donc, dans cette Ça devient plus relation. qu'une exigence, ça devient un élément légal, un élément de droit, puisqu'il y a une loi qui a été adoptée, encore une fois, à l'unanimité. Bon, elle reste encore tributaire du vote, évidemment, Tout à de fait, l'Assemblée tout à fait. du Conseil de la Nation. De la nation. Pour sa validation. Je vais demander à M. Saïd Bouamama votre sentiment donc, sur ce vote de la loi sur la criminalisation du colonialisme en Algérie. Il y avait des projets similaires par le passé qui n'ont pas abouti. Selon vous, pour quelles raisons, cette fois-ci, la loi a été jusqu'au bout de sa logique donc, de criminalisation du fait colonial en Algérie? Je crois qu'une des raisons qui explique le fait que cette nécessité devient une réalité aujourd'hui est liée au constat que la relation bilatérale actuelle est une relation qui ne peut que se dégrader, aller de pire en pire, parce qu'on n'a pas assaini les bases qui permettent une relation bilatérale égalitaire et juste. En réalité, aucune relation bilatérale n'est possible si l'on ne lit pas les pages d'histoire et d'injustice jusqu'au bout. Il n'est pas possible de passer à une nouvelle étape tant que n'ont pas été pacifiées, réglées, clarifiées les responsabilités des drames qu'a vécu le peuple algérien. Et là-dessus, il n'y a pas de justice qui puisse exister, il n'y a pas de paix qui puisse exister si l'on ne prend pas en compte ce soubassement de justice absolument nécessaire. La tension qu'il y a aujourd'hui entre la France et l'Algérie n'est pas du tout étonnante puisque les raisons de ces tensions qui datent de la décolonisation n'ont jamais été traitées et qu'on a fait comme si, du côté français, on a fait comme si la fin de la colonisation allait de soi sans que l'on règle le passif. Et je pense qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire, si on veut des relations égalitaires, que cette loi soit posée telle qu'elle l'a été et que même nous puissions aller plus loin, c'est-à-dire exiger les conséquences de cette loi, c'est-à-dire des réparations sur l'ensemble du drame qu'a payé le peuple algérien. Est-ce qu'on ne peut pas évidemment ne pas mettre le vote de cette loi dans son contexte et qui est les relations qui sont plus que tendues entre les deux pays. Faut-il y voir, comme le disait d'ailleurs M. Chekhaoui, faut-il y voir justement une nouvelle condition, une exigence pour relancer la relation entre l'Algérie et la France sur des bases nouvelles et peut-être plus saines d'ailleurs? Absolument. Je pensais effectivement que jusqu'à présent, tant qu'une des deux parties se contente de faire comme si c'était un passé révolu qui avait été traité jusqu'au bout, rien de solide n'est possible. Si l'on veut des relations bilatérales solides, il va falloir effectivement que l'on tire un bilan commun de cette période de l'histoire qui a coûté un drame énorme pour le peuple algérien et que par conséquent, aucune relation bilatérale réelle n'est possible si l'on ne traite pas ces questions-là. Oui. Zine Chafaoui, votre sentiment donc, sur cette loi? Alors, cette loi, d'abord, moi je pense qu'elle a été faite d'abord pour répondre à un besoin interne, je m'explique. Les Algériens, la nation algérienne, elle est millénaire, mais l'État algérien est plutôt jeune comparé à d'autres États. Et nous avons besoin de construire un projet national. Nous avons une mémoire à construire. Il se trouve que cette mémoire est inachevée. Elle est inachevée parce que de l'autre côté, il y a un refus aussi de nous donner cette partie de notre mémoire. Elle est confisquée, cette mémoire. Oui, la mémoire est confisquée. Et c'est ce qui nous empêche de poursuivre ou de construire notre récit national. Donc cette loi est extrêmement importante. Il faut juste rappeler que la loi adoptée hier, elle est conforme à la justice internationale qui reconnaît au peuple le droit à la justice historique, le droit de mettre fin à l'impunité. Donc nous ne sommes là que pour revendiquer des droits, des éléments qui nous reviennent de droit.
Après, cette loi, elle tombe dans un contexte qui est particulier. Nous sommes à une époque où il y a d'abord une tentative de délégitimer les anciennes luttes anticoloniales. C'est de dire non, finalement, du temps de la colonisation, c'était mieux, etc. Donc, il y a un discours, bien sûr, ce discours, il est tenu à partir de plusieurs capitales occidentales, en particulier depuis Paris. Donc, au processus de délégitimation des mouvements de libération. Et maintenant, on essaye même de trouver des bienfaits à la colonisation. Donc là, c'est dangereux. Ça aussi, ça a contribué. On est dans une forme de négationnisme. Ça aussi, ça a contribué à aller justement. Mais bien sûr, de convaincre les Algériens de l'importance et de l'utilité de mettre en place ou de concevoir une loi qui criminaliserait la colonisation. Je vous rappellerai que la première estocade a commencé en 2005 en France avec l'adoption sur les bienfaits de la colonisation. Donc l'agression n'est pas venue d'ici. Mais fondamentalement, comme le disait M. Chiraoui, si l'on veut construire un partenariat serein, solide, sain surtout. Oui, qui profiterait à Essain, etc., il est tout à fait normal, il est indispensable de passer par là. De passer par là, surtout que la longue nuit coloniale a provoqué un traumatisme transgénérationnel. Et les méfaits, les répercussions de la colonisation, nous les subissons jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu les explosions nucléaires de Gênes, on a des parents, des arrière-parents, etc., qui ont perdu un œil, qui ont perdu un bras. Des malformations à la naissance. Oui, alors la souffrance qui résulte elle est physique et morale. Elle est physique et morale, et surtout, elle est encore là. Elle est tout à fait présente. Et il est inadmissible que, de l'autre côté, et qu'il y ait encore un déni, un refus de reconnaissance justement de toutes les souffrances subies par le peuple algérien depuis 1830. Ouais. Sami Kaïdi, on va détailler plus tard les différentes initiatives de reconnaissance à demi-mot, parce qu'on va voir que la France est un exemple, est un mauvais exemple justement dans ce sens. En direction notamment des autres pays qu'il a colonisés, que la France a colonisés. Mais pourquoi, selon vous, ça bloque en direction de l'Algérie particulièrement? Est-ce que c'est parce que c'est l'une des rares, ou peut-être la seule colonie de peuplement qui n'a pas abouti finalement? Est-ce que ça part de là? Est-ce qu'on le répète souvent, ces descendants de l'OAS qui sont présents et qui bloquent tout projet de reconnaissance officielle et complet des crimes qui ont été commis en Algérie? Qu'est-ce que c'est selon vous? Voyez-vous, pour répondre à cette question, il faut revenir un peu à la profondeur de l'histoire. La France avait un projet impérial de conquête de territoire, une forme d'expansionnisme en l'occurrence. Et il faut dire que le déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954, la fin de la colonisation de l'Algérie, ce bijou de ce pseudo-empire, a constitué finalement une gifle monumentale pour l'impérialisme français, pour le colonialisme français. Pour les impérialismes en général. Et pour les impérialismes, la fin des impérialismes coloniaux. En général, mais particulièrement pour la France, car l'Algérie constituait ce territoire immense, extrêmement riche, avec la découverte des hydrocarbures à la fin des années 50. Oui. Et je pense que l'indépendance de notre pays a constitué la fin de cette idylle coloniale, impériale de la France, et a suivi de peu la défaite aussi de la France au Vietnam, en Indochine, avec la défaite de Dien Bien Phu. Et je pense que c'est ce cumul de rancœur, de velléité de s'imposer par la force et son échec qui fait que somme toute, la défaite en Algérie est restée en travers de la gorge d'une partie de cette France qui est connue sous le nom des nostalgiques de l'Algérie française et qui sont en réalité présents dans divers pans de la société française, dans des lobbies, dans des
aussi dans la scène économique, dans la scène politique, médiatique, etc. On voit que pas une semaine passe sans qu'on a des discours révisionnistes, des discours de glorification du colonialisme, même chez des personnes assez haut placées au sein de la scène politique. On a pu voir un ancien Premier ministre qui a tenu récemment des propos inadmissibles et des propos d'un autre temps, finalement. Donc je pense que c'est pour l'ensemble de ces raisons-là. L'adoption, par ailleurs, du projet de loi qui est constitué de 27 articles structurés en 5 paragraphes, apportera une valeur ajoutée extrêmement importante sur le plan juridique, pour la simple et bonne raison qu'il établit les responsabilités, en qualifiant le colonialisme français en Algérie de crime d'État. Il permet également de préserver la mémoire nationale. Il faut rappeler qu'il y a des dispositions pénales dans ce projet de loi adopté par l'APN qui vont condamner en réalité toute forme de glorification et de promotion du colonialisme. Du colonialisme, évidemment. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là aussi qu'on connaît, il y a, je pense, un avant et un après l'adoption de ce projet de loi. Alors, oui, alors ça c'est un avant, un après chez nous, sur le plan national. Mais même international, parce que... J'y viens, parce qu'il peut y avoir ce qu'on peut appeler une mobilisation mémorielle. Tout à fait, et il faut rappeler que notre pays a accueilli le 30 novembre dernier, le 1er décembre dernier, la première conférence internationale sur les crimes coloniaux, et parmi les revendications du continent figure la criminalisation internationale et on peut dire que là, l'Algérie a joint le geste à la parole. Hein, parce que bien sûr, pas car l'Algérie est le premier pays du continent qui a, comme vous l'avez très bien relevé, joint les actes à la parole. On va revenir à M. Saïd Bouamama. On le disait, peut-être qu'au niveau international, ce texte a une portée juridique limitée, mais c'est un signal et un symbole fort. Les mots ont aussi leur poids. Le texte établit la responsabilité, on le disait, du gouvernement français pour son passé colonial et les tragédies qu'il a engendrées. Qu'est-ce que cela induit aujourd'hui pour la France, ne serait-ce que moralement, peut-être? C'est quand même quelque chose qui est noir sur blanc, qui est présent. Est-ce que la France peut continuer à le nier tout de même? Ce que ça démontre, c'est que les injustices du passé trouvent toujours, même s'il faut parfois du temps, les réactions appropriées. En réalité, la décision algérienne est à la fois le reflet et une contribution à une prise de conscience qui est beaucoup plus globale. Aujourd'hui, cette question est posée quasiment dans tout l'empire colonial et on a pour la première fois un État qui la porte officiellement. Ça, c'est quelque chose qui vient bousculer la force qu'avait réussi à mettre en place l'État français, qui était tout simplement de mettre une chape de plomb sur un débat qui est comment on sort de la colonisation. On ne sort pas seulement de la colonisation lorsqu'on a enlevé les soldats d'un territoire, mais lorsqu'on a soldé l'ensemble du passif. Et c'est cela qui est aujourd'hui posé. On voit dans toute l'Afrique aujourd'hui, par exemple, une jeunesse qui se réapproprie des symboles de la lutte anticoloniale. Et ce n'est pas un hasard que ça arrive aujourd'hui. On voit aujourd'hui un certain nombre de revendications mémorielles se remettre sur le devant de la scène. On voit les exigences de retour des pillages qui sont aujourd'hui cantonnés dans les musées français, etc. Un peu partout en Afrique, c'est comme si une nouvelle génération prenait le relais et était en lien avec les combats des générations précédentes pour réaffirmer que la décolonisation n'était pas terminée et qu'aujourd'hui, il fallait la pousser jusqu'à son terme, non seulement le retrait des militaires des territoires colonisés, mais aussi aller regarder tous les dégâts qui ont été commis et pouvoir indiquer qui sont les responsables de cette situation. En indiquant que aujourd'hui, le devoir de justice n'est pas encore clos, ce qui est mis en avant,
c'est une lumière sur l'ensemble des dégâts, sur les destructions massives qui ont été le fait de la colonisation. Et ça remet la colonisation à sa juste valeur dans l'histoire. La colonisation n'est pas seulement l'occupation d'un territoire, elle n'est pas seulement l'imposition d'une tutelle administrative, elle est la destruction, une tentative de destruction de tout ce qui permet à un peuple, tout ce qui permet à une nation d'être debout, de continuer son histoire. Un grand penseur de la libération nationale, qui est Amilcar Cabral, un leader guinéen, disait que la colonisation, c'était l'arrêt de l'histoire du peuple colonisé, qui a bien entendu une histoire contrairement à ce que disent les nostalgiques de la colonisation. Oui. Et que la décolonisation, ça devait être le retour de l'histoire, le redémarrage de cette histoire. Ce qui veut dire aujourd'hui que tant que nous n'aurons pas été jusqu'au bout des responsabilités, eh bien, nous ne pourrons pas reprendre le fil de notre histoire complètement. Et c'est cela l'enjeu de cette loi. Elle permet de redémarrer l'histoire, elle redonne une contribution. Et elle a un enjeu international parce que, bien entendu, comme elle s'inscrit dans cette phase de prise de conscience d'une nouvelle génération anticoloniale, eh bien, elle peut effectivement donner des suites à l'échelle au moins du continent africain, si ce n'est au niveau international, pour que le regard sur la colonisation puisse prendre véritablement sa véritable mesure. Alors, on va demander à l'ingénieur son d'augmenter un petit peu le son de M. Saïd Bouamama. On va revenir au plateau. M. Chikhaoui, le porte-parole du Quai d'Orsay, y voit une initiative manifestement hostile à la fois à la reprise du dialogue franco-algérien et un travail serein sur les enjeux mémoriels, dit-il. D'abord, pourquoi, selon vous, cette réaction négative de la France, de Paris ? Je pense que cette réaction négative est liée essentiellement aux facteurs et à la dimension de politique intérieure et d'enjeux de politique intérieure française. Ça, c'est l'élément clé. Il y a un enjeu, l'enjeu des élections, des différentes élections futures au niveau français. Donc je pense que cette réaction, dans un premier temps, je la décrypte comme étant une réaction liée aux enjeux de politique intérieure. Par contre, la deuxième partie de cette déclaration parlait du dialogue mémoriel. Et en fait, la loi sur la criminalisation passe au-delà du dialogue. Nous ne sommes plus dans une logique de dialogue mémoriel. Nous sommes dans une logique d'accélérer un petit peu tout le processus, d'accord ? Tout un processus qui a été mis en place depuis les indépendances. Parce qu'en fait, il y a eu les fameuses 3 phases. Il y a eu une première phase, et je parle de l'Algérie, mais je parle aussi du continent africain. Il y a une première phase des indépendances. Très bien, mais ça ne suffit pas. Deuxième phase, c'est l'émancipation politique et l'émancipation économique du continent et des pays. Nous sommes aujourd'hui dans ce processus. Bien sûr, encore une fois, c'est un processus. Le processus est long. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette loi sur la criminalisation, et vous l'avez bien dit, Zine, tout à l'heure, c'est la mémoire nationale. Et donc, elle contribue à renforcer l'unité nationale. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre. Il faut que la relation bilatérale de demain soit assise sur des cadres juridiques et, par conséquent, de trouver, et c'est ça le dialogue, c'est ça la diplomatie. Et encore une fois, cette loi-là permet d'élaguer, d'éviter tout ce qui est pseudo-ressentiment, de part et d'autre. Donc, il n'y a plus de ressentiment. Il y a une loi. Il faut reconnaître, à la limite, la reconnaissance. La reconnaissance permet d'élaguer cette partie de ressentiment. C'est un peu pour mettre un terme à tous ces débats un peu futiles, on peut le dire, dans les médias français, où ils parlent de haine, de et la à France, l'instrumentalisation de ce débat-là. L'instrumentalisation. Alors qu'il s'agit d'un crime, tout simplement, de source de crime, parce que c'est la colonisation est source de kyrielle de crime. Ça permet un petit peu, ça permet de replacer le curseur là où il faut. Le curseur là où il faut, et surtout de se débarrasser de cette instrumentalisation pour des considérations de politique intérieure de la
relation C'est algéro-française, tout à fait vrai. mais également de la colonisation et des effets de la colonisation. Il y a aussi quelque chose, ce débat peut être porté aussi en France, métropolitaine, puisqu'il y a notre communauté établie en France qui représente plusieurs millions d'individus et qui, après donc, le vote de cette loi, si elle est validée bien sûr au Conseil de la Nation, il y aura, comme vous le dites, une espèce de socle que la communauté ou que les membres de la communauté pourront revendiquer dans le débat public aussi en France. Absolument, et vous avez bien noté, j'imagine, que l'adoption de cette loi par le Parlement, par l'Assemblée nationale, bien sûr, ça va être encore discuté et certainement ou incontestablement Oui. adopté par le Sénat, le Conseil de la Nation. Donc, c'est une loi qui est venue, encore une fois, à point nommé, puisque de l'autre côté, on veut discuter, revisiter la loi, les accords de 1968. Oui. Donc, il y a une imbrication de tout. Oui. Tout est lié. Tout ne se fait pas en valeur absolue. Donc, il y a un lien, non pas de cause à effet, mais Il y a un appel lien d'air. absolument. Un appel d'air entre les deux. Et c'est là où la relation va devoir être égalitaire. Oui. D'égal à égal. C'est bien beau de le dire dans un jargon académique, mais c'est également, aujourd'hui, c'est plus que la consécration, c'est un élément qui est sur la table. Il y a le cadre juridique, et ce cadre juridique permettra de faire évoluer, encore une fois, à mon sens, de faire évoluer le dialogue et la relation bilatérale du futur, encore une fois, puisque nous sommes dans un nouveau contexte et dans une nouvelle ère. Il va falloir qu'on l'accepte et qu'elle soit acceptée par tout le monde. Ouais, et ça met justement en porte-à-faux tous les nostalgiques de la colonisation. Oui. Ça les met un petit peu dans une espèce d'antichambre de la modernité aujourd'hui, parce que voilà, continuer à prôner le dialogue enfin plutôt pas le dialogue, prôner le colonialisme comme ayant des bienfaits, comme ayant des... Oui. Ça, c'est complètement... Affronter la réalité. Oui, ils doivent affronter la réalité, ils doivent passer à autre chose. Et cette loi aussi permet, comme on disait, de mettre le curseur sur un nouveau départ. Oui, absolument. Moi, je reviens toujours à notre situation interne. Je pense que d'abord, la loi, elle est importante. Pourquoi elle est importante? D'abord, nous avions une dette vis-à-vis des martyrs. Nous ne pouvions pas tourner la page de 132 ans de colonisation en maintenant ce climat d'impunité. Il faut que les gens les auteurs des massacres, on a parlé hors antenne du gazage de l'Arwat, on a parlé de l'Egan avec les explosions nucléaires, on a parlé des massacres à grande échelle. Il faut toujours se souvenir que la colonisation en Algérie a été une violence à très grande échelle. Et cette violence a été à chaque fois systématique. Et l'objectif était de faire disparaître tout un peuple. En 1962, on s'est retrouvé avec une société complètement déstructurée, complètement aliénée, complètement déculturée. Et donc on a des crimes à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau social, etc. Donc je pense que nous avions un devoir d'abord de mémoire, une dette à honorer vis-à-vis des martyrs. Didouche Mourad l'a laissé comme une sorte de testament: si nous venions à mourir, défendez nos mémoires. Donc nous sommes déjà dans la défense d'une mémoire qui est fondatrice de notre État. Nous sommes en train de bâtir notre État sur une séquence commune. Pourquoi je disais tout à l'heure que je parlais de récit? C'est ce récit qui nous rassemble tous, en fait, parce que toutes les régions du pays ont contribué à libérer le pays. Donc on nous reproche de faire dans la rente mémorielle. Il faut encore faire dans la rente mémorielle, parce que c'est important, parce que c'est ce qui nous fonde en tant qu'Algériens.
C'est ce qui, depuis l'émir, depuis Bouamama, depuis le Mokrani, etc., c'est ce qui, ça fait partie de notre identité. C'est évidemment la préservation de la mémoire. Hein. Oui, de la mémoire et de l'identité. En fait, il y a un effet miroir. Ceux qui font dans la rente mémorielle, c'est bien certaines personnalités. Moi, je pense qu'il faut faire encore plus d'histoire. Parce que oui, j'avais compris. Là, oui, en Europe, par exemple, on ne reproche pas aux Européens, ils le font très justement, d'ailleurs, de parler de la Première Guerre mondiale, de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Ils le font tout le temps et sur toutes les chaînes. Oui. Et repères, il faut donner des repères. Et la loi donne un repère identitaire. Oui. Ben oui. Parce qu'une société sans repères, elle est perdue. Et si vous me permettez... Je reviens à vous, Merci. parce qu'il nous reste 10 minutes avec Monsieur Bouamama. Je voudrais, Monsieur Bouamama, qu'on revienne aussi sur, encore une fois, les déclarations de ce porte-parole du Quai d'Orsay qui a relevé, selon lui, l'ampleur du travail engagé par le président français s'agissant de la mémoire de la colonisation au travers de la commission mixte d'historiens algériens, français et algériens. Le rapport Stora, on s'en souvient, en 2020, a été assez pauvre en reconnaissance des crimes, ou en tout cas de l'ampleur des crimes qui ont été commis en Algérie. On a même parlé de la logique ou de l'esprit des petits pas, justement, alors que la France continue de dire que ils en ont fait assez finalement, et ça dénote d'une logique, enfin de quelque chose qui, enfin ce que ça nous dit, c'est que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde s'agissant du dialogue, donc sur les questions mémorielles avec la France. La logique de Macron a toujours été, depuis les débuts de sa saisine de la question mémorielle, a toujours été de faire des petits pas, c'est-à-dire de reconnaître à minima pour ne pas regarder le fond de la question. On essaye de traiter une colonisation de peuplement qui en 40 ans a détruit un tiers de la population algérienne. On n'est pas sur des petites questions, on n'est pas sur une colonisation simplement d'exploitation, mais sur une colonisation de peuplement qui a eu une tendance génocidaire. Que ce génocide n'ait pas réussi du fait de la résistance du peuple algérien, du fait du contexte, etc., n'enlève rien au projet qui était celui-là et aux drames qui ont donc été issus de ce projet de colonisation de peuplement. Et par conséquent, reconnaître des éléments de symbole, reconnaître tel assassinat colonial pour en masquer des dizaines et des dizaines d'autres ne peuvent pas apporter la solution. Or, c'est la logique massive du président Macron, que ce soit pour l'Algérie comme pour les responsabilités au Rwanda, par exemple. Il s'agit en quelque sorte de reconnaître le détail pour masquer la structure. Et je pense que ce qu'apporte cette loi, c'est d'interroger la colonisation dans sa dimension structurelle, dans son projet lui-même, dans sa nature elle-même, et non pas dans tel ou tel effet que l'on pourrait reconnaître pour sauver l'essentiel. Et je pense que tant que Macron ou un autre responsable politique français n'acceptera pas de regarder la signification du projet colonial en tant que tel, eh bien nous serons dans cette politique de non-reconnaissance. La grande nouveauté, c'est qu'un État, et c'est le premier, qu'un État pose aujourd'hui de manière juridique qu'il y a une responsabilité. Dans l'immigration, la communauté algérienne a déjà, puisqu'elle a de nombreux ressortissants français, a déjà posé cette question-là. Il y a eu des mobilisations qui ont été menées pour, par exemple, la reconnaissance du massacre du 17 octobre 61, c'est-à-dire pour révéler des éléments masqués par le discours officiel. Et donc on voit qu'il y a là une symbiose entre ce que dit l'État algérien et l'État d'une communauté qui ne peut pas se considérer comme citoyenne tant qu'on n'a pas reconnu sur quel drame elle a existé, sur quel drame elle a émergé. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Bouamama. Merci d'avoir participé à notre débat. Sami Kaidi, je reviens à vous. Bon, c'est très intéressant ce qu'a dit Monsieur Bouamama. Il y a l'histoire des repères, il y a la communauté internationale qui, on l'a dit déjà tout à l'heure, va jouer un rôle essentiel, va continuer de jouer ce rôle essentiel en tout cas dans le débat sur la colonisation en Algérie. Je voudrais juste qu'on s'attarde un petit peu sur le fait que la France représente une exception dans la logique des reconnaissances des crimes qu'elle a commis, notamment en direction
principalement en direction de l'Algérie, alors qu'elle a fait quelques pas en direction d'autres pays, Oui. notamment en Afrique. Tout à fait. En avril 2025, le président français Emmanuel Macron avait parlé du rassemblement des conditions adéquates pour reconnaître les crimes commis par la France à Madagascar et particulièrement ce que la France appelle l'insurrection de 1945 qui a coûté la vie à plus de 200 000 citoyens malgaches. Quelques mois plus tard, en août 2025 toujours, la France avait reconnu officiellement le fait que les événements qui ont fait suite à la décolonisation du Cameroun sont une guerre. Et dans une lettre adressée à son homologue camerounais Paul Biya, le président français Emmanuel Macron avait parlé d'événements répressifs. Et là, on voit une volonté, même à minima, de faire des pas. Or, avec l'Algérie, c'est tout le contraire, car en janvier 2023, si vous vous rappelez tous, dans une déclaration au Point, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il ne présenterait pas d'excuses à l'Algérie. Donc on voit un mouvement strictement inverse. Et si on inscrit cela dans un contexte un peu plus international, on voit bien que même les pays européens, même les anciens colonisateurs européens, se sont inscrits à l'inverse de la position française. Souvenons-nous, nous tous, que l'Italie, en 2008, avait reconnu ses crimes en Libye, avait présenté officiellement et solennellement des excuses à l'adresse de la Libye et avait présenté des indemnités de 5 milliards de dollars sur une période de 20 ans. Donc c'était des aides échelonnées pour demander pardon. D'ailleurs même des fonds de réparation. tout à fait. D'ailleurs même l'ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, avait pris en charge le financement d'une autoroute en Libye. Au même moment, en 2020, enfin quelques années plus tard, en 2020, c'est le tour de la Belgique de présenter ses excuses par rapport aux crimes commis au Congo. Idem pour le roi. Au Rwanda également. Tout à fait. La Grande-Bretagne. Exactement, et c'est aussi la même position adoptée par le roi des Pays-Bas vis-à-vis de la situation en Indonésie. Et figurez-vous que même l'État du Vatican a présenté officiellement ses excuses pour le rôle joué par l'Église dans la colonisation en 2024. Alors, il n'y a pas que la colonisation, vous avez parlé l'esclavage aussi. L'esclavage, tout à fait. exactement. J'allais en venir à l'exemple des Pays-Bas. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Parce que M. Chiraoui parlait du paramètre de l'opinion publique, l'opinion nationale, notamment en France. Et vous avez les Pays-Bas qui, après que le monarque est reconnu, après donc 160 ans, 160 ans après l'abolition de l'esclavage, le monarque néerlandais avait n'a pas mentionné la possibilité de compensation financière, mais avait reconnu la responsabilité notamment de sa famille, de sa propre famille royale. Néerlandaise. Qui avait donc profité des dividendes de l'esclavage. Mais ce que disaient les sondages, c'est que 60% des Néerlandais étaient contre ce discours. Et même la classe politique, elle avait condamné la position officielle de la royauté, etc. Donc on voit bien qu'il y a un ferment qui prête à l'extrémisme, car refuser... En Europe, vous voulez dire. En Europe, bien entendu. Car refuser de reconnaître la souffrance des peuples, c'est quelque part ne pas les prendre sur un même piédestal. Et c'est finalement continuer par d'autres moyens cette politique coloniale, colonisatrice, de mépris de l'autre. Et on le voit aujourd'hui avec le cas de Gaza. Tout à fait. Et un autre point qui est important, c'est que on oublie souvent que le colonialisme est une abomination. D'ailleurs, il y a l'historien et écrivain malien, Massa Maka Diabété, qui avait fait une phrase qui était extrêmement marquante. Il avait parlé, pour qualifier le colonialisme, il avait dit que c'est une personne qu'on maintenait en vie pour pouvoir
boire goutte après goutte son sang. Ouais. Donc ça permet d'illustrer la barbarie, la cruauté, sauvagerie de l'entreprise coloniale. Voilà, de l'entreprise coloniale, très clairement. Vous voulez ajouter quelque chose Je avant de voulais donner juste la dire parole à M. que Chiraoui? la politique, moi j'adhère complètement à ce que vient de dire Saïd Boumama, c'est que la politique des petits pas du président français peut aussi vouloir dire que l'on veut à tout prix éviter de condamner le système colonial en lui-même, parce que l'objectif c'est de démonter aujourd'hui le système colonial. Et on ne peut pas ne pas Mais aussi... parce qu'il y a des personnes qui sont encore en vie, qui faisaient partie de ce système colonial. Mais je pense que ça peut aller encore plus loin, parce qu'on est dans un monde en recomposition. On assiste aussi à la mise en place de nouveaux empires, de nouvelles colonisations, de nouveaux néocolonialismes. La recolonisation. Oui, on est dans des processus de recolonisation. Et voilà. Monsieur Chiraoui. Oui, moi je voulais ajouter un ou deux éléments, effectivement. La reconnaissance morale. Oui. On est dans la reconnaissance morale. Oui. La reconnaissance morale est importante pour un petit peu penser, Et exorciser un peu. exorciser C'est la catharsis, un peu. absolument, tous les traumas ou tous les traumatismes. C'est vrai. Et ça, c'est plus important que la reconnaissance financière ou que le dédommagement. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, effectivement, ça va de pair, Oui. mais la reconnaissance morale est un D'abord. élément important. Bien sûr. Si on veut avoir, encore une fois, une relation apaisée, nous sommes dans une logique de vouloir avoir une relation apaisée. Si vous voulez une relation apaisée, vous devez reconnaître quelque part tout le traumatisme qui a été engrangé. J'ajoute un élément sur le nucléaire. Vous avez cité les essais nucléaires. Moi, je vais plus loin. L'enfouissement des déchets nucléaires. J'ai parlé des explosions nucléaires. Ah, merci. Les explosions nucléaires. Moi, j'ajouterais l'enfouissement des déchets nucléaires qui nécessite une cartographie qui doit être remise à l'Algérie pour pouvoir identifier les sites d'enfouissement nucléaire. Idem pour les mines. Idem pour les mines, sauf que pour les mines antipersonnelles, c'est déjà en grande partie c'est réglé, mais celle de l'enfouissement des déchets nucléaires qui ont contaminé des parcelles, des régions et des espaces qui ne nous permet pas, en tant qu'Algérie aujourd'hui, de pouvoir développer certaines régions parce qu'elles pourraient, encore une fois au conditionnel, elles pourraient être contaminées. Donc comment se fait-il qu'en France, on a la loi Morin pour pouvoir procéder à la Nouvelle-Calédonie, donc les dédommagements, Là etc. encore, il y a un double standard. Il y a un double standard. Donc aujourd'hui, cette loi de la criminalité, d'ailleurs elle parle, nous avons dans un des articles la partie déchets nucléaires. Lorsque le président de la République dit clairement, venez nettoyer vos déchets. Mais de quels déchets nous parlons? Nous parlons des déchets nucléaires. Mais là, ça confirme un petit peu la logique de vengeance aussi, quelque part. Laisser des sites qui peuvent être très vastes dans le Sahara, dans cet état-là, et ne pas remettre justement les cartes nécessaires pour au moins qu'on puisse savoir où sont ces sites radioactifs. Là, il y a tout de même une espèce de volonté de faire mal. Plusieurs facteurs, dont celui-là, mais plusieurs facteurs, parce qu'il y en a d'autres. Entre autres. Bien sûr, Entre autres, mais celui-là est important, ce facteur est important, et j'ajouterais, c'est encore une fois l'esprit du conquérant, au sens global du terme, qui reste dans une posture de dominant vis-à-vis d'un dominé. Et donc, automatiquement, c'est cet esprit-là. D'ailleurs, la loi sur la criminalisation va commencer à faire disparaître, avec le temps bien sûr, cette notion, cette posture qui est une posture de dominant et de dominé. Et juste pour donner un ordre de grandeur aux téléspectateurs, les explosions nucléaires en Algérie, c'était plusieurs fois à Hiroshima. Ce n'était pas des petites explosions ou des petits essais comme on nous dit parfois. Et plus de 17 essais. 17 au total. Un dernier mot. Oui, juste un dernier mot. Il faut juste parler des enfants qui naissent avec des formations congénitales dans la wilaya d'Adalal à cause justement de ces... Et du cheptel. Et du cheptel aussi. Et du cheptel qui est complètement... qu'on ne peut pas... Et de l'environnement. Et de l'environnement. Et de l'agriculture que nous ne pouvons pas développer. Et de l'exploitation des nappes phréatiques parce qu'on ne sait pas à quel niveau elles sont contaminées ou pas. Donc tout ça est un travail essentiel qui doit être encadré par des lois. Le caractère imprescriptible de ces crimes
nous conforte un petit peu dans l'idée que c'est quelque chose qui peut se faire maintenant, comme Oui, dans bien 20 sûr. ans, comme dans Tout à fait. 80 ans. Alors, on va passer à la deuxième thématique de cette soirée. Durant 2 ans, l'Algérie, je vous le disais en début d'émission, n'a cessé d'interpeller la responsabilité du Conseil de sécurité de l'ONU sur la tragédie humaine qui se joue à Gaza ou en Palestine occupée plus généralement. Les populations de Gaza qui subissent un génocide en règle, hein. Il n'y a pas d'autre définition à apporter. L'Algérie a aussi régulièrement interrogé l'inaction et parfois les complicités au sein de la communauté internationale sur des dossiers brûlants comme le Soudan, le Yémen, le Liban, la Libye ou encore la Syrie, la République démocratique du Congo, Haïti et Colombie. On voit tout cela dans le compte rendu de Zahra Meïchabot et on revient pour le débat. L'Algérie a pu confirmer durant sa présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU et son mandat en tant que membre non permanent, son rôle pivot sur l'échiquier international démontrant une fois de plus son leadership à mener des plaidoyers, à même de défendre les causes justes, à faire taire les armes et à booster les réflexions internationales en quête d'un monde meilleur, s'illustrant ainsi par une diplomatie active et de principe. Conformément aux instructions du président de la République, l'Algérie a pris à bras le corps aussi bien la défense des causes justes en Afrique et dans le monde arabe que la résolution des autres conflits en tant les 4 coins du monde. Agissant à la fois en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité et en tant que membre du groupe A3+, l'Algérie est parvenue grâce à sa force de conviction et son approche basée sur la concertation à convoquer de nombreuses réunions d'urgence sur la situation en Palestine et sur d'autres conflits tout aussi préoccupants, notamment en Afrique et au Proche-Orient. Concernant la cause palestinienne, l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour défendre cette cause juste. Malgré les vétos successifs qui ont bloqué ces initiatives, elle a continué d'exiger l'arrêt du génocide sioniste mené contre la bande de Gaza, réaffirmant la responsabilité du Conseil de sécurité dans la protection du peuple palestinien. Cette posture a renforcé la crédibilité de l'Algérie comme porte-voix des causes justes et des peuples sous occupation, en particulier le peuple sahraoui, en réaffirmant la primauté du principe d'autodétermination inscrit dans la Charte des Nations Unies. Elle a appelé à la relance du processus politique sous l'égide de l'ONU et à une solution juste, durable et mutuellement acceptable. Sur le plan africain, l'Algérie a assumé le rôle du coordinateur du groupe A3+, avec pour objectif de faire entendre une voix africaine unifiée au sein du Conseil de sécurité. Elle a joué un rôle moteur dans la mise en lumière des crises africaines. Elle a plaidé pour des solutions politiques inclusives, rejeté les approches exclusivement sécuritaires et souligné le lien étroit entre développement, stabilité et paix durable. Ce positionnement a contribué à rééquilibrer l'agenda du Conseil en faveur des priorités africaines. Durant son mandat, l'Algérie a soutenu une réforme profonde et équitable du Conseil de sécurité visant à assurer une meilleure représentation de l'Afrique. Plus de transparence dans les méthodes de travail et une efficacité accrue face aux crises internationales, une position qui s'inscrit dans une vision de justice et d'équilibre dans la gouvernance mondiale. À l'aube de la fin de son mandat en décembre 2025, cette expérience au Conseil de sécurité confirme la place de l'Algérie comme acteur influent sur la scène internationale, capable de porter des positions claires, de défendre des principes et de renforcer la présence africaine dans l'instance la plus importante de l'ONU. Voilà donc pour ce compte rendu sur la mandature ou le bilan de la mandature de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur Chiraoui, on peut dire que on va commencer par ce qui a dominé l'actualité internationale durant ces 2 dernières années, c'est ce génocide à Gaza et la situation générale en Palestine de toute façon qui se détériore. On peut dire que cette situation, ce dossier a impacté la mandature de l'Algérie au Conseil de sécurité et inversement. Juste pour citer quelques points, Alger a réussi à convoquer plusieurs réunions d'urgence exigeant l'arrêt du génocide et la consolidation du cessez-le-feu après qu'il ait été donc établi. 6 vétos américains contre l'arrêt du génocide, qui resteront bien sûr comme une tâche indélébile dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas découragé la délégation algérienne qui a continué à présenter des projets de résolution pour alléger les souffrances des Palestiniens. Et puis l'Algérie a finalement réussi à introduire un amendement déterminant lors des négociations sur le dernier plan donc qui est en vigueur, le plan de paix, entre guillemets vraiment, et qui stipule donc de permettre, qu'il y ait l'objectif final de permettre aux Palestiniens d'établir un État palestinien souverain. Qu'est-ce que cela nous dit, selon vous,
vous êtes très bien placé pour le savoir, sur l'expertise de la diplomatie algérienne dans les forats internationaux. Alors, très, très pertinente, très pertinent commentaire que vous venez de faire. Et moi, je vais résumer cela en une phrase et je développerai. C'est que l'Algérie, pendant cette période de 2 ans, et de 2 ans dans le cadre de son positionnement comme membre du non permanent du Conseil de sécurité, a permis surtout de ne pas enterrer la cause palestinienne. Et c'est ça l'élément clé. Et en fait, quand je fais un parallèle avec, on revient un petit peu à l'histoire, quand je fais un parallèle avec la diplomatie algérienne du temps de la colonisation, d'accord? Effectivement. Elle découle de là. Elle découle de là. La charte de 1954, tous les principes fondamentaux de la diplomatie algérienne, tous les principes fondamentaux de la politique étrangère de l'Algérie sont inscrits dans la charte de 1954. Et les diplomates de l'époque avaient la même posture, la même attitude, le même comportement pour défendre la cause algérienne qui est la nôtre. Et aujourd'hui, c'est la cause palestinienne qui, pour faire un parallèle, n'a pas été enterrée, d'accord, et a été remise sur la table du Conseil de sécurité. Mais mieux encore, c'est grâce à toute cette diplomatie, que ce soit une diplomatie de proximité, que ce soit une diplomatie multilatérale, ou que ce soit une diplomatie track 2, non institutionnelle, toute cette diplomatie a permis quoi? A permis d'aboutir quelque part ou de pousser des acteurs de puissance internationaux tels que les États-Unis d'Amérique à proposer, et je le mets entre guillemets également, un plan de paix. Sinon, on n'aurait pas eu de plan de paix. Oui. De toutes les façons, on n'aurait pas eu. Pourquoi? Parce que l'Algérie a agi à 2 niveaux. A agi en tant que pays qui compte, pays en qui on a confiance. N'oublions pas que l'Algérie a eu un passif, une histoire dans les relations internationales, notamment... Un passé. Pardon, excusez-moi, un passé, oui, un passé. Non, elle n'a pas de passif. Elle a un passé dans les relations internationales et surtout dans la diplomatie de médiation. Et dans cette diplomatie de médiation, elle a été un élément clé dans la médiation Iran-Irak, Oui. mais surtout dans la médiation et la garantie et garantir les USA et le l'Iran. résultat, etc., de la crise irano-américaine. Et par conséquent, effectivement, c'est une confiance que l'Algérie... Donc ce crédit, pour vous, il reste jusqu'à aujourd'hui. Il est là, il est ancré, je dirais. Il ne reste pas, il est ancré. Parce que, pourquoi? Parce que l'Algérie, dans ces périodes difficiles, nous parlons de 2 puissances de l'époque. Hein. Nous parlons de la méga-puissance américaine et nous parlons de la puissance régionale qui était la puissance iranienne. Et donc, lorsque l'Algérie a été un garant, et le garant de quoi? Le garant de pouvoir procéder au dédommagement et d'être la caution de garantie. C'est comme une assurance. Vous savez, Il faudrait peut-être expliquer juste ce que c'est cette crise, la crise des otages. Donc, absolument, cette crise des otages. Cette crise des otages a commencé en 1979, lorsqu'il y a eu un renversement de situation, donc de régime, un changement, un regime change, un changement de régime à ce moment-là. Et par conséquent, il y a eu toutes ces manifestations, je vais la faire très courte, hein, oui. Il y a eu toutes ces manifestations qui ont eu lieu et l'ambassade américaine a été prise d'assaut par la population iranienne. Oui. Et par conséquent, une ambassade est considérée comme un territoire américain. D'ailleurs, c'est l'un des dossiers diplomatiques les plus compliqués, connaissant les relations à ce moment-là entre ces 2 pays. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de prétendants pour régler cette crise. Et c'est l'Algérie qui a été... Absolument. Qui a apporté la solution. Absolument. N'oublions pas, c'était considéré comme un acte de guerre. Oui. La violation d'un territoire américain. D'accord. Et mieux encore, les Iraniens ont retenu des otages américains, des responsables américains, des responsables du département d'État, donc des diplomates. Et la crise était très profonde.
Bien sûr, l'Algérie, et à travers son ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Ben Yahya, a pu être un élément clé de la résolution de cette tension et de cette crise entre l'Iran et les États-Unis. Et pourquoi? Mais parce que les deux ont misé sur ce pays qui est l'Algérie, qui détenait un crédit de confiance important. Pourquoi? Parce que la parole donnée, chez nous, est plus importante qu'un accord signé. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui quand on voit l'état, ne serait-ce que du système du droit international, des Nations Unies? Comment expliquer qu'aujourd'hui, une délégation comme la nôtre à New York, qui a eu des moments, qui a créé des moments intenses, diplomatiques intenses au Conseil de sécurité, notamment sur le dossier de Gaza, il y en a eu d'autres aussi. Comment vous l'expliquez aujourd'hui? C'est toute une diplomatie d'influence et de persuasion. Oui, mais alors que les autres nations regardent ailleurs, il y a la peur, il y a la crainte de déranger certains intérêts, etc. Les enjeux d'intérêt, absolument. L'Algérie ne l'a pas fait. L'Algérie, pour la simple et unique raison, c'est que l'Algérie a toujours eu ce type de posture. Et encore, cette posture, elle est liée à son histoire et à la charte de 1954. Toute cette posture de non-alignement, cette posture diplomatique que l'Algérie a aujourd'hui, elle le maintient. D'où le crédit de confiance. Parce que vous n'avez pas un double langage, il n'y a pas un double standard. Il n'y a pas de double standard. Donc il n'y a rien à craindre. Et absolument. Et donc l'Algérie peut continuer à défendre, et elle l'a prouvé. Et continue à le prouver dans d'autres dossiers. Regardez les dossiers africains, les conflits d'intensité variable en Afrique, l'Érythrée, le Soudan, etc. L'Algérie a toujours contribué et continue et continuera, à mon sens, à contribuer pour le règlement des conflits ou des résolutions des conflits, que ce soit dans la région ou ailleurs, par sa diplomatie, par les questions politiques, par la dimension politique et non pas par la dimension militaire. Et c'est ça l'avantage que l'Algérie détient, notamment dans la région. C'est vrai que c'est un argument difficilement discutable. Mais encore une fois, la logique ambiante aujourd'hui dans le monde, dans la géopolitique aujourd'hui, c'est la menace, c'est la violence, c'est casser le droit international. Comment vous expliquez que le message de l'Algérie est de rester sur le dialogue qui est écouté aujourd'hui, puisque l'Algérie réussit tout de même à introduire des amendements dans des résolutions capitales pour l'avenir de Gaza. Comme le dit M. Cheikhaoui, il n'y aurait pas eu de plan de paix si il n'y avait pas cette pression finalement. Hein. C'est un peu ça. Tout à fait. Cette pression permanente, active, pour trouver une solution, au moins un cessez-le-feu, parvenir à un cessez-le-feu. Oui, alors moi je pense qu'il y a un élément important à mettre dans la corbeille, c'est que l'Algérie hérite d'un siège au niveau d'un siège en qualité de membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité. 2024-2025, une période extrêmement difficile. En fait, l'Algérie rentre au Conseil de sécurité à un moment où les gens se cachent, où les gens sombrent dans la fatalité, ils se disent oui, le monde n'est plus que ce qu'il était, c'est la loi du plus fort, donc on se cache, on essaye de veiller à nos petits intérêts et on attend que la tempête passe. L'Algérie, bon, c'est pas tellement sa ligne de conduite. Et donc l'Algérie prend la parole à un moment donc extrêmement pénible, extrêmement difficile, un monde en pleine fragmentation. Il y a des pays qui volent en 1000 morceaux. Bon, mais l'Algérie, c'est comme nous dit Aslan Cheikhaoui, c'est une doctrine, c'est aussi des valeurs. On a une politique étrangère qui est bâtie sur des valeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un monde qui est immoral et amoral. Et c'est rare de trouver encore des pays. Alors, pour ne pas dire qu'on n'a pas de valeur, on dit on est pragmatique. Oui, c'est vrai. C'est un mot gentil pour dire qu'on a... qu'on n'a pas de valeur. Donc on a un monde qui sombre dans le pragmatisme, etc. L'Algérie, un peu, fait valoir encore des valeurs. Croit encore dans le droit international. D'ailleurs, si vous analysez tous les discours
de Ammar Benjama au niveau du Conseil de sécurité, vous avez trois grands axes. Le premier axe, bien évidemment, ça tombe en pleine agression au génocide à Gaza. Donc l'Algérie a beaucoup défendu les Palestiniens et les Gazaouis. Bien évidemment, Ammar Benjama est probablement l'un des rares ambassadeurs africains, l'un des rares représentants africains à avoir documenté l'usage excessif du veto qui bloque à chaque fois le règlement de conflit ou la prise en charge de génocide comme cela s'est produit à Gaza. Ammar Benjama a fait énormément de discours sur la décolonisation en Afrique et a énormément parlé du Sahara occidental aussi. Et Ammar Benjama a été très très actif au sein du groupe des A3+, qui traite exactement les questions africaines. Alors comment l'Algérie, à un moment où tout le monde se cache, sort et prône des valeurs, même quand ça dérange les plus puissants. Bon, l'Algérie est l'un des rares pays aussi à avoir cette capacité de parler à la fois aux Russes, aux Chinois, aux Américains. Et c'est ce qui lui permet aussi de régler de réussir des médiations aussi difficiles que celle dont vient de parler Arslan Chiraoui, Iran, États-Unis, Éthiopie, Érythrée. Bon, donc il y a plein de conflits. Bon, il y a plein de conflits qu'on a réglés dont on ne parle pas non plus. D'ailleurs, bon, Ammar Benjama, il faut le reconnaître, a fait un boulot tellement colossal qu'il mérite la médaille qui lui a été remise d'ailleurs. Qui lui a été remise avec rang de Achille. Ammar Benjama est un diplomate au long cours, qui a beaucoup d'expérience, qui a commencé en 1975, qui a pratiquement été en poste dans les grandes capitales, qui a déjà fait l'ONU en 90, donc il connaît. Et donc, alors non seulement il faut avoir des principes, il faut avoir une doctrine. On se souvient, pardon, de ce moment incroyable où l'Algérie présidait le Conseil de sécurité de l'ONU et où l'ambassadeur de l'entité sioniste a essayé de le déstabiliser en disant « vous ne prononcez pas le nom de mon pays » entre guillemets. C'était un moment qui a été... La vidéo a été extrêmement virale. C'était un moment de déstabilisation et rien n'a bougé. Oui, il était imperturbable. Imperturbable parce qu'il fallait quand même être un diplomate chevronné pour maîtriser ce moment-là. Oui, et puis j'aime bien le terme en arabe, mohannek, je veux dire, c'est chevronné, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il a mené aussi, il faut rendre aussi hommage à l'équipe qui était avec lui. Oui. Mais au-delà de Benjama, c'est encore une fois la réaffirmation de principes, la réaffirmation du droit international, et c'est aussi la réaffirmation que le monde dans lequel nous sommes doit être bâti sur des valeurs. On ne peut pas laisser... Et ce message n'est pas inaudible aujourd'hui, malgré le contexte. C'est un peu ça le bilan de cette mandature. C'est que malgré que tout le monde parle de pragmatisme, etc., ce message de revenir au dialogue, de ne pas passer par les méthodes violentes et militaires tout simplement, n'est pas complètement inaudible, même si on va dans la logique inverse. Non, il n'est pas complètement inaudible, c'est-à-dire le combat qui a été commencé durant les années 50, le combat pour les luttes contre la colonisation. Écoutez, nous sommes la nature du combat est le même. C'est les méthodes qui ont changé. C'est les méthodes qui ont changé. Et donc, il faut continuer. Je pense que des pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme le Kenya, etc., n'ont d'autre choix que de poursuivre le combat pour bâtir un monde juste. Oui. Sami Kaidi, on disait, peut-être que certains l'ignoraient, mais l'Algérie s'exprimait au Conseil de sécurité, aussi au nom de toute l'Afrique, c'était la voix de l'Afrique. Et du monde arabe également. Et du monde arabe. On va s'intéresser au A3+, pour donc défendre à la fois les intérêts de l'Afrique au sein de l'instance onusienne et corriger certains déséquilibres. On l'a écouté tout à l'heure. Historiques, comme l'Afrique qui n'est pas représentée au Conseil de sécurité de l'ONU. Comment, selon vous, a été ce bilan de porte-voix de l'Afrique, selon vous, par l'Algérie? Juste avant de répondre à votre question, Samia Bacha, permettez-moi de revenir sur cette notion de valeur, car elle est extrêmement centrale
est fondamentale. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, lors d'une récente conférence de presse, avait parlé d'un mandat qui est placé sous le signe de la fidélité à nos valeurs, à nos principes, mais également aux valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies. Concernant la question africaine, l'Algérie a organisé pas moins de 9 réunions, et notamment des réunions d'urgence s'inscrivant dans tout ce qui est ces questions qui ont trait à la sécurité et au développement économique sur le continent. L'Algérie a également placé le curseur sur le règlement de toutes ces injustices historiques que subit le continent. D'ailleurs, dans la droite ligne du consensus des Ulwini, qui prône à une réforme de l'Organisation des Nations Unies pour permettre au continent africain d'avoir la place qui lui sied sur la scène internationale. Donc l'Algérie a pris les devants, notamment au sein de ce groupe des A3+, composé de la Sierra Leone, du Mozambique, de la Guyana et de l'Algérie effectivement, et qui a permis d'obtenir des résultats concrets comme le dégel des avoirs libyens, avec la possibilité de l'État libyen de réinvestir ces avoirs-là, mais également de soutenir une solution inclusive au Soudan. Concernant la situation en Libye, il faut rappeler également que le mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye a salué le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver une solution inclusive, loin de toute forme d'ingérence étrangère. Et Alger a également mis à profit ce siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour appeler à la fin de la présence militaire ou des mercenaires dans plusieurs territoires, à l'instar du Congo, du Soudan et effectivement la Libye. Donc l'Algérie a pris vraiment le devant, elle est apparue comme étant ce fer de lance d'une politique résolument panafricaine, panafricaniste, pour la défense des intérêts suprêmes du continent. Et aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Il y a une logique, malheureusement, de prédation, de calcul. On parlait autour de ce plateau de la question du pragmatisme. En réalité, c'est un égoïsme qui ne dit pas son nom et qui vise à finalement à penser qu'à soi, alors que l'Algérie n'a jamais été dans cette logique. Elle a toujours été dans une logique de partage, une logique finalement très intelligente, de voir plus large, car c'est finalement... Parce que la sécurité de l'autre détermine aussi notre propre sécurité. Tout est lié, la sécurité des uns fait la sécurité des autres, le développement économique des uns fait le développement économique des autres, et nous sommes dans un monde interdépendant. On ne peut pas articuler et voilà, imbriquer. on ne peut pas jouer solo, permettez-moi cette expression triviale. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est que l'Algérie a joué pleinement son rôle historique, et elle apparaît clairement comme étant ce pays qui est doté... Excusez-moi, Samia Bacha, de ce courage politique et diplomatique. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut tout de même une espèce de courage, parce qu'il faut rappeler le contexte actuel, le contexte mondial. Il est violent, il est littéralement, il est plus que menaçant, il est violent. On le voit par certaines prises de parole, certains actes. Aujourd'hui, on peut basculer d'une minute à l'autre. Et quand vous avez Amal Benjama qui a exprimé au sujet des avoirs libyens, par exemple, qui sont estimés en tout cas par les autorités libyennes à hauteur de 200 milliards de dollars. C'est un volume estimatif, mais tout de même, c'est pas rien. Et vous avez Amal Benjama qui dit et qui exprime la vive préoccupation du groupe, les A3+, quant à l'érosion continue des avoirs libyens gelés en raison de leur mauvaise utilisation et gestion par certaines institutions financières internationales qui sont censées être les garantes justement de la préservation, en tout cas de ces avoirs. Eh bien, Amal Benjama remet en cause leur gestion au Conseil de sécurité de l'ONU. Absolument. En fait, sans problème. En fait c'est encore une fois le courage politico-diplomatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les slogans creux de... Pas du tout. Oui, on remet en cause, on fait bouger les lignes. Absolument. Et je vais faire un tout petit parallèle avec encore les institutions financières. L'Algérie...
par cette dimension politico-diplomatique, remet en cause ceci, mais remet en cause aussi les conditionnalités des différents prêts, des conditionnalités politiques des différents prêts bancaires et des fameux programmes d'ajustement, Oui. etc. Donc tout ça est lié. Toutes ces institutions internationales qui ont été mises en place, y compris les Nations Unies, à un temps T qui est le temps post-Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie considère, et c'est ça le courage, considère qu'elles sont inadaptées. Elles sont inadaptées au contexte d'aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit par toute la démarche américaine, Oui. la démarche de l'administration que je nommerai la constellation MAGA, toute cette démarche qui est basée sur les fameux 3D, d'accord, des engagements, des constructions et deals. Donc on est en plein dedans. Aujourd'hui, les institutions financières ou internationales ou les Nations Unies sont inadaptées. Et l'Algérie a le courage, d'accord, par la voie de sa diplomatie, mais par la voie de sa politique également, de sa politique étrangère, de pousser à revoir, à revisiter encore une fois, pour réutiliser le mot, à revisiter toutes ces... Elle a osé pousser, encore une fois, à revisiter l'accord d'association avec l'Union européenne. Oui. C'est un courage que d'autres pays n'ont pas eu. D'autres pays, au moins de la région, n'ont pas eu. Continuent de subir. le diktat toujours des absolument ce organisations double internationales. standard. Donc ce double standard, l'Algérie n'en veut pas, n'en a jamais voulu. Et encore une fois, parce que tout est inscrit dans la déclaration de 54, il faut toujours revenir au soubassement de l'État algérien. Et le soubassement de l'État algérien, c'est la déclaration de 1954. Les fondations. D'ailleurs, l'Algérie a mis le doigt sur une anomalie inacceptable sur le continent africain, qui est la dernière colonie J'allais y venir. Vous en anticipez mes Afrique. questions, Sami Kaïdi. J'allais y venir justement. La dernière colonie en Afrique, qui est le Sahara occidental, et l'Algérie a, le 31 octobre dernier, pesé de tout son poids pour préserver les paramètres fondamentaux Oui. de la cause sahraoui. Donc c'est cette résolution qui a été adoptée 27/97 par rapport à la prolongation du mandat, du mandat de la MINURSO, et l'Algérie a pesé de tout son poids pour donc préserver. Parce qu'il s'agissait de liquider Tout à fait la cause sahraoui. liquider la MINURSO, qui est Exactement. la mission. L'enterrer comme... L'enterrer. Voilà. Encore une fois. Et non seulement elle est repartie, mais elle est repartie pour un mandat Voilà, d'une année. D'une année et pas de 3 mois comme voulait le colonisateur marocain. D'ailleurs, D'ailleurs, Eddie Mistura reprend son bâton de pèlerin. exactement. Là, tout Et récemment. dans cette droite ligne, ce qui est extrêmement intéressant à rappeler, c'est que l'Algérie a permis de préserver donc la notion de l'autodétermination et a empêché, par rapport à la première version du draft, donc avec la première mouture, a permis d'empêcher donc l'imposition du prétendu plan marocain d'autonomie. Et ça, c'est une victoire historique. C'est une victoire qui indique que le droit international est imprescriptible et que nul ne peut le travestir, si je puis dire. Quel que soit le contexte et quelles que soient Parce que les puissances qui peuvent soutenir cette en démarche-là. l'occurrence les États-Unis Oui. dans le cas échéant. Moi, je pense que tu as oublié de dire quelque chose, Samy, c'est que le mérite est d'autant plus grand que le projet de résolution dont tu parles vient des États-Unis. Donc, faire basculer le rapport de force face à un pays aussi grand. Et ça dénote quelque part les liens étroits que la diplomatie algérienne a avec les États-Unis. Les liens et aussi cette capacité de la diplomatie aussi algérienne à renverser la vapeur quand il a. Donc c'est un signe à la fois de bonne santé, mais aussi de puissance. Et de crédibilité sur la scène. Oui, alors moi je pense qu'il fallait quand même le souligner par rapport aux avoirs libyens. Une partie des avoirs libyens a disparu. Donc c'est pour ça qu'on conteste la gestion par certaines instances internationales des 200 milliards de dollars dont vous parlez. Ce qui est absurde, c'est que alors l'argent existe, au lieu de le débloquer, comme le demande l'Algérie, alors on fait appel à des gens, à des donateurs pour qu'ils aident le peuple libyen à construire une route, à construire un village,
Alors, Ils n'en ont pas besoin, les Libyens, ils n'en ont pas besoin. Ils ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Il faut juste les laisser bénéficier de leur argent. Mais visiblement, on a des visées sur les avoirs libyens. Il est tout à fait anormal et scandaleux que l'argent des Libyens puisse être volé comme ça, à l'insu et au vu de tout le monde. Et des experts financiers vous diront que ces avoirs libyens ont fait l'objet de placements. Oui. Et donc forcément, les Avec intérêts... la logique des intérêts. Absolument, Ouais. il y a des intérêts. Et donc, l'Algérie a compris ça. Et c'est pour ça qu'elle continue à défendre cette position de pouvoir redonner les avoirs libyens à leurs propriétaires qui est le peuple libyen. Mais qui tout le fait simplement. aujourd'hui, à part l'Algérie? Personne. Encore une fois, on est dans une logique, et j'aime bien le mot, d'individualisme, où les enjeux, les intérêts, où je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En fait, tout le monde se tient par la barbichette parce qu'il y a des intérêts immédiats, des intérêts court terme et des intérêts long terme des États. Et en fait, cette notion, j'ai bien aimé ça tout à l'heure, sous le pragmatisme, on fait ressortir le pragmatisme comme mettant un élément aujourd'hui clé de toute une politique ou de toute une diplomatie, alors que la réalité est tout autre. La réalité, c'est je défends mes intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette logique, sachant pertinemment que l'Algérie a des leviers aujourd'hui. Et c'est ça l'élément clé. L'élément clé, c'est qu'au-delà du courage, bien sûr, qu'elle a fait preuve depuis le début, au-delà du courage de toute la période et de son passé, d'accord, il y a aussi les leviers. Oui. Et les leviers de l'Algérie sont là, ils sont aussi bien en matière de ressources humaines, mais ils sont également en termes énergétiques et économiques. Mais très souvent, pragmatisme ici est synonyme de reniement. Tout à fait. Il est tout à fait légitime pour un pays de vouloir protéger ses intérêts. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est le propre d'une diplomatie que de protéger les intérêts du pays qu'elle défend. Mais là, aujourd'hui, nous sommes à une époque des reniements. Tout à fait. On tue les Palestiniens, on s'en fout. On tue les Sahraouis, c'est la même chose. Il y a une guerre civile en Libye, au Soudan, c'est la même chose aussi. Aujourd'hui, c'est l'ère des reniements. Et il est important que ça soit l'Algérie ou peut-être un autre pays qui porte quand même des valeurs. Et c'est pour ça qu'au plan stratégique, on a le Sud global qui se construit, il est porté par quelques pays. Dans ce Sud global aussi, il est important que des pays comme l'Algérie, qui ont des problématiques communes, constituent aussi un bloc, parce qu'aujourd'hui, on est dans des logiques de bloc. Et si ce bloc ne se construit pas, ces pays risquent d'être tout simplement phagocytés. Donc c'est ça l'enjeu, à mon avis. Et l'Algérie apparaît comme un chef de file d'un bloc anticolonial, etc., et qui porterait à la fois des valeurs, mais aussi le souci de faire respecter le droit international. Car il y a une forme de régression aussi sur la scène internationale. Oui, c'est inquiétant. Il y a la période que l'on vit, qui est connue avec toutes ces mutations, n'a plus rien à envier à l'époque du fardeau de l'homme blanc de Kipling, et ou Dobbs avec la guerre de chacun contre tous. C'est finalement la fin, quelque part, d'une forme de multilatéralisme vers un retour en force de la force et de la loi de la jungle, donc celle du plus fort. Oui. Exactement. Et ça, je pense qu'on vit quand même une période de tous les dangers, et c'est par, je pense, la conjugaison de l'ensemble des efforts, parce que soit il y a une communauté internationale, soit il n'y a pas de communauté. Donc il faut définir clairement les choses et agir ensemble, car ensemble, on est forcément plus fort. Et le continent africain l'a démontré. On a abordé dans la première partie de l'émission cette conférence internationale sur les crimes coloniaux. On a pu voir comment les choses ont rapidement avancé. Quand on est plus nombreux, quand on s'assoit tous autour d'une seule et même table. Oui. Donc c'est cette logique multilatérale, c'est cette force. Et l'Algérie apparaît clairement comme étant ce fer de lance, cette locomotive continentale, car tout simplement nous avons les moyens aussi financiers, et on l'a démontré avec plusieurs politiques structurelles
pour le continent, notamment si on se rappelle la transsaharienne, si on parle de la dorsale à fibre optique et bien d'autres projets. Bien d'autres initiatives. Et pour le l'Algérie développement. a accompagné aussi ce retour en force sur la scène internationale avec un redéploiement stratégique sur le continent africain qui se voit notamment avec l'ouverture de nombreuses lignes maritimes, de nombreuses succursales de banques nationales. Et c'est ces deux faits jugulés qui peuvent apporter une dynamique assez importante et assez rassurante pour le continent et son avenir. Je voudrais juste revenir aussi sur la promotion par l'Algérie de la lutte contre le terrorisme. Ça peut paraître comme ça un concept peut-être un peu ancien par rapport à ce que nous avons vécu et c'est comme ça que nous avons développé cette expertise dans ce secteur précisément. Mais aujourd'hui, le terrorisme a pris des formes multiples. Il y a cette notion de mercenariat qui est aussi une forme de terrorisme. Hein. Ce ne sont pas des armées légales qui sont déployées principalement en Afrique. L'Algérie a toujours rejeté ce principe, notamment le président de la République l'a lui-même dit à plusieurs reprises. Et donc aujourd'hui, comment on peut faire rendre ce message audible encore une fois au moment où on est dans cette logique encore une fois et cet esprit de pragmatisme et où on va vous dire mais ce sont des initiatives louables ou intéressantes pour les intérêts de certaines puissances, etc. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs éléments dans le... Moi je dirais qu'il y a d'abord dans cette recomposition de cette nouvelle ère, plutôt l'émergence de pôles que de blocs. Ouais. Donc de pôles d'intérêt, de pôles. Alors, et on est en train de s'acheminer vers des espaces d'influence vers des aires d'intérêt commun. Ouais. Voilà. Si je peux m'exprimer comme ça, ça c'est clair. On est un petit peu dans ça. Et dans ça, chacun va avoir un rôle précis. D'accord? Alors, moi je dirais que dans le cadre de la promotion de la lutte contre le terrorisme, je dirais que, pour reprendre la phrase de l'ancienne chef de la diplomatie américaine, où elle disait « L'Algérie va devoir être le promoteur de la stabilité dans la région ». D'accord? Et de là, moi j'intégrerai le terrorisme dans un package global. Parce que le terrorisme aujourd'hui, et vous l'avez dit, est lié au narcotrafic, est lié à la traite humaine, est lié à l'immigration clandestine que nous subissons d'abord. Parce que beaucoup disent que c'est l'Europe qui le subit, mais nous le subissons d'abord. Les premiers, oui. Les premiers. Donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle les fléaux malveillants, d'accord, de l'ère d'aujourd'hui. Et à cela, on peut ajouter d'autres, les conflits de faible intensité, qui, de mon point de vue, vont continuer à s'accentuer, quel que soit. Pourquoi vont continuer à s'accentuer? Parce que les écarts, de toutes les façons, dans ce monde où il y a des rivalités et des compétitions économiques et des rivalités politiques, les conflits de faible intensité qui sont liés à des questions sectaires, à des questions identitaires, à des questions économiques également, vont s'accentuer. Et elles sont à nos portes, elles sont à nos frontières. Donc par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions ou des initiatives, je dirais, smart, intelligentes, beaucoup plus que des initiatives de lutte purement militaire, comme nous l'avions fait avant, et nous avions cette expérience. Aujourd'hui, c'est toute la dimension de combattre ces fléaux-là, malveillants, de manière très intelligente, par des questions économiques. Hein, nous avons un exemple très concret, ce sont les zones économiques frontalières, les 5 zones économiques frontalières que l'Algérie a mis en place, mais elle ne les a pas mis en place juste comme ça, elle les a mis en place pour essayer de contenir et d'absorber tout ce flux migratoire qui est illégal, mais aussi pour créer une dynamique économique au sein des frontières, pour atténuer
les effets de toutes ces tensions et ces conflits et ces crises. Et donc ça peut régler d'autres problèmes. Absolument. Par ricochet. Par ricochet, parce qu'en fait, tout est lié, encore une fois. Ouais. On ne peut pas... Mais la question du mercenariat, c'est une question extra merci beaucoup pour le mercenariat. Parce qu'il ne reste plus Bien sûr, le mercenariat, rappelons-nous que l'Algérie avait déjà rejeté ces idées-là du temps de la première et deuxième guerre, la deuxième guerre du Golfe, où une entité qui s'appelle Blackwater, qui a été C'était la première. Hein. C'était la première, tout à fait. Et il y en a plein comme ça. Hein. Il y a plein d'organisations de ce type-là, paramilitaires, qu'elles soient européennes, parce qu'il y en a des européennes, pour ne pas les citer, mais la première a été Blackwater et que l'Algérie... Qui a été derrière des exactions et des massacres abominables absolument. en Irak. Je dirais que la guerre secrète... Oui. La guerre cachée. La fameuse guerre cachée, c'est Blackwater, ce sont les organisations paramilitaires qui ont fait tout cela. Et l'Algérie avait déjà dénoncé cela. Donc ce n'est pas nouveau, encore une fois. Et je terminerai par ça, c'est que l'Algérie a toujours une ligne, les journalistes diront une ligne éditoriale, et non, je dirais une ligne de conduite. Oui. Et cette ligne de conduite n'a jamais, depuis 1954, n'a jamais été déviée ou n'a jamais dévié. Sami Kaidi, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, pour résumer un peu tout cela, j'ai envie de dire que 2 ans durant, l'Algérie a été, oui, la voix de l'Afrique. Elle a été 2 ans durant, oui, la voix du monde arabe. Elle a été également la voix du Sud global, mais elle a surtout été la voix des sans-voix. Oui. Zine Cherfaoui, pour terminer, un dernier mot sur Moi, je ne pouvais pas faire mieux que Sami Kaidi. J'allais dire, oui, la voix des sans-voix. Effectivement, l'Algérie a toujours défendu les causes qui pouvaient sembler perdues, les causes difficiles. Elle le fait, probablement, c'est dans son ADN, mais surtout... on avait commencé l'émission par la criminalisation de la colonisation. C'est tout ce background en fait, historique qui dicte la ligne de conduite à la diplomatie algérienne. Et dès lors, il ne faut pas s'étonner de la voir défendre les causes les plus lointaines. Elle le fait sans hésiter, pour peu qu'elle soit juste. C'est vrai. Et ce qui est rassurant, c'est que l'héritage est préservé. L'héritage diplomatique est préservé, il n'y a aucun doute. Merci beaucoup, Monsieur Aslan Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et membre du système des Nations Unies, Track2. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à nos consultants, Zine Cherfaoui et Sami Kaidi. C'était la dernière de l'année. On va juste, bonne année. On va juste se souhaiter bonne année. On va se revoir en 2026. En 2026. Hein. Oui. Alors, je vous souhaite à tous une excellente année. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en 2026, donc. Excellente suite des programmes. Au revoir.